Bonjour et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 28 juillet 2025, épisode 369. Aujourd'hui, nous revenons sur 8 vulnérabilités critiques découvertes dans Salesforce Tableau, exploitation pour exécuter du code à distance et contournement des contrôles d'accès. Nous couvrirons ensuite la fuite massive de données personnelles sur l'application Théa, dont les images d'identité ont été publiées sur des forums cybercriminels. Puis nous prendrons la direction de Moscou où l'Aéroflot annule plusieurs dizaines de vols après une compromission informatique que des activistes revendiquent depuis un an. La CISA, avec 3 nouvelles failles ajoutées au catalogue Kiev, qui vont toucher Papercut, et 2 failles qui vont toucher ISEE de chez Cisco, qui sont activement exploitées. Et enfin, nous aurons une réflexion stratégique, c'est un grand mot, sur la sécurité email. Est-elle encore à l'ère de l'antivirus ? Un article interroge sur les limites des filtrages classiques et appelle à adopter une approche post-livraison type EDR, avec un peu de publi-reportage quand même. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées sur cet épisode sur le site de radiocessor.org. Huit vulnérabilités critiques affectent Tableau serveur de Salesforce. Ces failles permettent l'exécution de code à distance, la compromission de bases de données sensibles à la traversée de répertoire. Les versions concernées sont toutes celles antérieures à la 2025.1.3, la 2024.2.12 et la 2023.3.19. La CVE 2025-52449, avec une note CVSS de 8.5, provient d'une absence de restriction sur les fichiers envoyés via les modules extensibles protocole service. Elle autorise l'exécution de code à distance pour tromperie sur les noms de fichiers. 3 vulnérabilités d'élévation de privilèges sont également identifiées, la CVE 2025-52446, la CVE 2025-52447 et la CVE 2025-52448. Elles sont toutes notées avec un score CVSS de 8. Exploiter des clés de contrôle par utilisateur pour contourner les contrôles d'accès dans les modules TabDoc API, setInitial SQL et Validate Initial SQL. On a 3 vulnérabilités SSRF qui sont signalées, avec la CVE 2025-52453, un score de CVSS de 8.2 qui affecte le flow data source, la CVE 2025-52454, avec un score CVSS de 8.2 aussi dans le connecteur Amazon S3, et enfin la CVE 2025-52455 avec un score CVSS de 8.1 touchant les modules d'EPS Server. Et pour terminer, la CVE 2025-52452, notée avec un score CVSS de 8.5, permet une attaque par traversée de répertoire via les modules duplicate data source de l'API TabDoc. Salesforce recommande les mises à jour immédiates vers les versions maintenues disponibles sur la page officielle des correctifs. Les utilisateurs des pilotes Trino doivent également appliquer les dernières versions compatibles. Une fuite massive de données touche l'application Théa, utilisée par des millions de femmes pour vérifier les antécédents des partenaires. Des cybercriminels ont commencé à diffuser des milliers de photos de permis de conduite volés sur des forums spécialisés à partir du week-end du 26 au 28 juillet 2025. Selon Théa, l'intrusion a visé un ancien système de stockage de données utilisé avant février 2024. L'accès non autorisé aurait permis d'exfiltrer de 72 000, vous avez bien entendu, 72 000 images, dont 13 000 photos d'utilisatrices accompagnées de noms et de pièces d'identité, soumis lors des vérifications de compte, 59 000 images publiques issues de publications, commentaires ou messages privés. L'enquête préliminaire révèle que les données étaient conservées à des fins de conformité avec des exigences présumées des forces de l'ordre, notamment dans le cadre de la prévention du cyberharcèlement. Des utilisateurs ont dénoncé une violation des engagements de Théa qui garantissait la suppression des photos après validation. Des éléments techniques indiquent que les fichiers volés étaient stockés dans un bucket Firebase public sans aucune authentification. Cette infrastructure développée par Google a été confirmée comme accessible publiquement avant l'incident et l'affaire s'est aggravée durant le week-end. Certains groupes ont croisé les documents volés avec des données personnelles pour localiser des utilisatrices, notamment sur des bases militaires américaines. Des archives contenant jusqu'à 55 gigas de documents d'identité et de selfies circulent désormais sur plusieurs forums cybercriminels. La société a engagé des experts en cybersécurité, moi j'appelle ça des cyberconsultants, pour sécuriser ces systèmes mais n'a pas donné de précision sur le vecteur initial d'intrusion, ni confirmé ou infirmé une éventuelle demande de rançon. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a fait une application, quand vous regardez à quoi sert Théa,
C'est une application qui permet aux femmes de signaler les hommes avec un comportement inapproprié. Ce qui n'est pas trop mal dans l'idée, mais c'est plutôt réservé normalement à des services étatiques. Là, ils ont voulu faire un business. Bien entendu, c'est qu'un business, donc il y a une rentabilité à avoir, aucune protection. Et malheureusement, les femmes ont signalé des personnes, des hommes, qui les harcelaient. Et là, ça va devenir chaud. Il va y avoir des règlements de compte. Mais bon. On apprend aujourd'hui que la compagnie aérienne russe Aeroflot a annulé 49 vols et signalé de nombreux retards officiellement en raison d'une panne de ses systèmes d'information. L'incident touche principalement l'aéroport de Moscou, avec des délais allant jusqu'à 3 heures. Dans un message Telegram, la compagnie évoque une interruption de service due à une défaillance IT. Les voyageurs concernés ont été invités à récupérer leurs bagages et à quitter l'aéroport. Les remboursements et les modifications de billets sont suspendus jusqu'à rétablissement complet des services. Simultanément, deux groupes de activistes revendiquent l'attaque, Silent Crow et Cyberpartisan, groupe biélorusse. Ils affirment avoir compromis durant 1 an l'ensemble des systèmes critiques d'Aeroflot, notamment des SharePoint, c'est surprenant, Microsoft Exchange et des systèmes de surveillance interne. Ils prétendent avoir détruit 7000 serveurs, vous vous rendez compte, 7000 serveurs, et exfiltré 22 téraoctets de données, issues de bases partagées Windows et de messagerie. Des captures d'écran de l'infrastructure interne ont été publiées, sans authentification indépendante à ce stade. Aeroflot, encore classée parmi les 20 premières compagnies mondiales en volume de passagers, est contrainte depuis 2022 de réorienter son activité vers les vols intérieurs, à la suite des sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine. Le Kremlin avait déjà injecté un soutien économique après la chute du trafic international. L'événement d'aujourd'hui, s'il est confirmé comme cybercriminel, souligne à nouveau la vulnérabilité opérationnelle des opérateurs critiques exposés aux tensions géopolitiques ainsi qu'aux représailles numériques ciblées. La CISA a ajouté 3 nouvelles vulnérabilités à son catalogue Kev en raison de preuves d'exploitation actives. La CVE 2023-2533 qui affecte les solutions Papercut, NG et MF, il s'agit d'une vulnérabilité du type Cross-Site Request Forgery. Un attaquant distant peut inciter un utilisateur authentifié à exécuter des actions non autorisées sur le serveur de gestion d'impression. Les deux autres vulnérabilités concernent le Cisco Identity Service Engine, la CVE 2025-20281 et la CVE 2025-20337 sont des failles d'injection activement exploitées, permettant à un acteur malveillant d'exécuter des commandes non autorisées via des vecteurs non précisés. Ces vulnérabilités sont couramment utilisées comme vecteurs d'attaque par des acteurs malveillants et représentent un risque significatif pour les systèmes d'information. Cette directive vise à réduire les risques majeurs liés aux CVE activement exploités. Bien que cette obligation ne concerne que les agences américaines FCEB, la CISA recommande fortement à toutes les organisations de traiter rapidement ces failles dans le cadre de leur gestion de vulnérabilité. Un article que j'ai retenu malgré une mise en avant d'un produit, il y a un peu de publi-reportage, il ne faut pas le cacher, mais il était intéressant sur le fond. La sécurité des emails repose encore largement sur des paradigmes hérités des années 90. Malheureusement, c'est vrai. Alors que les postes de travail bénéficient d'EDR sophistiqués avec télémétrie en temps réel et réponses automatisées, la boîte mail reste protégée par des filtres passifs du type Secure Email Gateway. Bon, ça, je trouve que l'article est un peu réducteur. Mais c'est la réalité dans la majorité des entreprises. Les menaces actuelles comme le Business Email Compromise sans pièce jointe, les liens malveillants activés après livraison ou les prises de contrôle de compte sans malware contournent ces protections classiques. Une fois un compte compromis, l'attaquant peut se déplacer latéralement via les liens de partage, les applications d'authentification et les invites de calendrier dans Microsoft 365 ou Google Workspace, sans déclencher d'alerte supplémentaire. Ces environnements cloud modernes permettent pourtant une surveillance post-livraison efficace grâce aux API natives, Microsoft Graph ou Google Workspace qui donnent accès à l'audit de la boîte aux lettres, les règles de redirection créées, les partages de fichiers, les jetons d'authentification et les événements d'authentification. Ces API permettent aussi une action immédiate, suppression de messages, révocation des droits, mise en quarantaine de comptes pour les principaux. Ce changement de paradigme s'aligne sur celui observé avec les EDR. Abandon du filtrage statique au profit de la détection rapide et de la réponse automatisée. Alors c'est là que la pub rentre en ligne de compte, donc c'est avec beaucoup de prudence quand vous lirez l'article, je vous le recommande, c'est le fournisseur Material Security illustre cette approche en intégrant nativement à Microsoft 365 et Google Workspace son produit qui offre des playbooks automatisés de post-compromission, une vue chronologique complète de chaque incident,
un chiffrement historique à connaissance nulle rendant les archives inaccessibles avec des identifiants volés, et la possibilité de provoquer une MFA à la demande des détections d'un accès suspect. Ce modèle unifié supprime les silos entre SEG et DLP, réponse à incident et supervision SaaS. Il répond directement aux besoins des équipes sécurité réduites en fournissant des indicateurs mesurables de réduction du risque. Alors moi, ma conclusion, si vous êtes dans une petite entreprise, vous n'avez pas trop de moyens, c'est vrai que c'est la bonne option. Vous allez avoir un outil qui va lever des alertes auprès de vos utilisateurs que vous aurez sensibilisés et formés. Parce que la sensibilisation est une chose, mais former les gens, c'est encore mieux. Parce que quand vous allez avoir, par exemple, la provocation d'une MFA, ça peut être aussi dans les nouveaux vecteurs d'attaque. On vous demande de rentrer soit un code via une double MFA, soit un CAPTCHA, ce genre de choses, et on vous injecte un malware pendant ce temps-là. Donc méfiance, soyez prudents. Intéressant, ça nous montre qu'il y a des évolutions, mais c'est vrai que la protection d'une boîte aux lettres, quand on regarde bien, à l'époque, j'étais jeune. Ouais, c'était une belle époque. J'avais pas besoin de déambulateur pour me promener dans les couloirs. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 28 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je suis en train de migrer le site de radiocesseur.org vers ma nouvelle infrastructure. Il risque d'avoir des petites coupures, ainsi qu'au niveau des serveurs de messagerie. Ça devrait prendre toute la semaine. Il faut 4 jours pour faire la propagation DNS. Je dois être dans un truc encore bien rude. Et j'ai clairement, et je vous confirme, j'ai abandonné ChatGPT pour m'aider. Je suis revenu à Google, mon ami, et ça marche beaucoup mieux. Pour mettre un UFW sur un Proxmox, 6 heures avec ChatGPT, et à la fin, j'ai lâché l'affaire. Tout ça pour protéger le port SSH. On l'a fait ça à l'ancienne. Je vous dis pas plus. Si des espions nous écoutent, Radio Cesseur. Je vous embrasse. Bisous.